ce qui fait de ce Rise of the Beast un film bien meilleur que le Transformers 2007. Ah vas-y toi, de toute façon t'as toujours survendu ce film comme étant un gros chef-d'œuvre incompris ou je sais pas quoi. De toute façon vas-y, ta vidéo elle est nulle, donc à quoi ça sert que je m'attarde dessus hein. Tu sais mec, j'ai pas dit que ce film était parfait. Parce que non, ce film a beaucoup trop de défauts pour dire qu'il est bon. Quoi? Nous avons parlé de ce film en bien. Nous avons défendu ce film. Nous l'avons même prévu son avenir et regardé son box-office. Maintenant, après l'avoir comparé à un autre film sorti il y a quelque temps de cela, et ben maintenant, il est temps de le défoncer. Bonsoir, tout le monde, c'est Satire, et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, nouvelle vidéo, hein, encore une fois, cette fois-ci, toujours centrée sur Transformers, Rise of the Beast. Et promis, ce sera la dernière du genre. Et après ça, ce sera terminé, on parlera plus jamais de ce film, on pourra le laisser reposer en paix, ou peut-être le laisser crever, miskin. Ça va dépendre de comment est-ce qu'on va ressortir. Parce que oui, si vous avez suivi ma vidéo, notamment celle où je confronte le Transformers de 2007 à Rise of the Beast justement, histoire que je puisse le confronter pour savoir lequel des deux est le meilleur, et ouais, je vous avais justement quitté avec l'extrait que je vous ai laissé en début de vidéo quoi. Mais certains d'entre vous doivent sûrement être confus parce qu'en mode, pourquoi? Et tout simplement parce que, les gars, j'ai laissé le temps au film, histoire un petit peu de le digérer petit à petit, et des choses ont commencé un petit peu à changer et je me suis moi-même remis en question justement. Que l'on se remette un petit peu dans le contexte, à savoir que lorsque Rise of the Beast commençait à sortir, pour moi je me préparais tranquillement en tant que fan et j'étais hyper impatient de pouvoir aller voir le film et je voulais en attendre justement que du positif. Et c'est le cas, il y a eu du positif, sauf que j'étais tellement aveuglé par ça que j'en ai fini par ne pas du tout voir le négatif au fil du temps. Pour la simple et bonne raison que je suis un gros fan de Transformers et j'avais envie que l'on laisse de côté une bonne fois pour toutes la saga de Michael Bay. J'ai essayé de défendre ce film du mieux que j'ai pu justement face à ces critiques, sauf que j'en suis venu à un stade où j'en étais moi-même presque devenu toxique, surtout envers ma propre communauté. Au point que j'en devenais littéralement contradictoire avec les objectifs même de ma chaîne YouTube. Faut bien comprendre que si j'ai créé cette chaîne et que je fais des vidéos ciné, séries, etc. C'est pas seulement pour imposer mon avis en disant que c'est moi qui ai raison, c'est vous qui avez tort. Je m'appelle pas Durandal non plus, faut pas rêver. Il faut bien comprendre que je ne suis pas subjectif dans chacune de mes vidéos. Je suis littéralement objectif. Vous regardez que ce soit mes après-séances, mes chutes de saga, mes après-séries, bref, toutes les vidéos que vous regardez, elles sont toujours objectives. De toute façon, j'ai toujours eu des avis en sorte à ce qu'elle puisse être objective. Après bien sûr, j'ai toujours une part de subjectivité, il faut pas rêver non plus. De toute façon, l'art de manière générale n'est pas non plus l'objectivité au niveau. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis différent d'un autre, peu importe le film ou série que vous regarderez. C'est pour ça que mes vidéos sont toujours les plus objectives possibles. Je fais vraiment en sorte d'être objectif, peu importe les vidéos. Sauf, bien évidemment, quand j'ai parlé de Transformers Rise of the Beast à chaque reprise. J'ai plus parlé comme un fan de Transformers, plus que j'ai parlé comme un observateur du cinéma, à savoir ce qui se fait de bien, de mal, etc. qu'est-ce qui a changé. Bref, j'étais presque aveuglé par le simple fait que Rise of the Beast n'était pas un chef-d'œuvre, mais que c'était un bon film, peut-être même un excellent film. En même temps, faire mieux que le film de Michael Bay, c'était pas compliqué non plus. Et c'est justement ça qui me bloquait en fait. J'ai plus comparé ce film à d'autres mauvais films justement. Alors que bon, être mieux que le pire, ça veut pas forcément dire que t'es meilleur. C'est pas parce que t'es meilleur que l'autre gars qui a violé des gens que toi ça veut dire que tu seras forcément mieux. Et ça justement, j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a dégoûté, mais j'avais vraiment cette impression d'être déçu de moi-même. C'est pour ça que je refais des vidéos justement sur Transformers Rise of the Beast, pour la simple et bonne raison que je suis quasiment revenu sur ma décision et sur les critiques que j'avais pu aborder sur la préséance de Rise of the Beast, ainsi que sur les critiques abusives, notamment que j'ai dû faire il y a quelques temps de ça, il y a bientôt un an jour pour jour. Tout ça pour dire que j'ai jamais voulu blesser personne ou même vexer qui que ce soit, et même vous imposer mes propres goûts en disant aimez ça et fermez vos gueules. Au contraire, même ça c'est quelque chose que j'invite à ne absolument pas faire, je préfère prévenir. Juste le truc c'est que je fais aussi un peu partie de ceux qui ont donné presque une mauvaise image au sein de la communauté Transformers. Et rien que pour ça, et à ceux qui et au nom aussi surtout de ceux qui se sentent vexés par rapport à tout ce que j'ai pu dire et au fait que j'ai dû défendre Rise of the Beast, je m'en excuse. Tout
simplement. Je dois quand même admettre que Rise of the Beast a énormément de défauts et que ces défauts-là, je pourrais pas les ignorer continuellement et je veux justement faire partie de ceux qui veut montrer que Rise of the Beast n'est malheureusement pas parfait. Mais surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour dire que il y a trop de défauts au rapport avec ce film qui ont été ignorés, que je trouve que c'est beaucoup trop important de les mettre en avant. Surtout parce que ces défauts, ils vont avoir un énorme impact dans le futur. Parce que ouais, quand on regarde des news comme celle-ci, bon, déjà il y a de quoi s'inquiéter, mais bon, je pense que ça, je sais pas si j'aurai assez de matière pour pouvoir en faire une vidéo, mais bon, déjà que j'ai un planning assez chargé pour la suite. Alors je vous parle, c'est pas Steven Caple Jr. qui va réaliser le film, non, c'est... pour l'instant on sait pas, juste là, Caple Jr. s'occupe de la suite de Rise of the Beast. Mais s'il tombe sur cette vidéo à l'image qu'il est tombé sur une de mes stories sur Insta, j'espère qu'il la regardera pour qu'il puisse surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce qui ont été fait dans ce film et qui seront forcément énormément conséquents pour la suite. Et de toute façon ça on va le voir. Du coup bon, je sais que ça fait long ce genre de vidéo, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment il est temps de commencer et de dire exactement quels sont les 5 gros problèmes à éviter pour la suite de la nouvelle saga initiée par Travis Knight et Caple Jr. Steven Caple Jr. est un artiste. Et je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais croyez-moi les gars, c'est un artiste, non plus un grand artiste à la, genre je sais pas, à la Léonard de Vinci, ou même peut-être même à Michael Bay lui-même, mais force est de constater que Caple Jr. est un artiste. Je veux dire, quand on regarde ses réalisations à New York, etc., notamment le fait qu'il essaie de rallier, un peu de nostalgie avec Power Rangers, le rap et le hip-hop des années 90, etc., c'est peut-être quelque chose qui a déjà été fait plusieurs fois, mais... ça a du style, ça crée du charme au travers du film, c'est bien, ça montre que Steven Caple Jr. est un artiste, et en soi, c'est bien. Du coup vous allez me dire, c'est quoi le problème de ce film alors, pourquoi? Et pour la simple et bonne raison que, Steven Caple Jr., on sent que ce dernier a vraiment les points liés et qu'il n'a pas la possibilité de faire son film correctement. Le meilleur exemple de tout ça, c'est que tu regardes la première moitié du film qui se passe à New York. Tu vois qu'il y a du style, c'est sympa, tu te sens un petit peu immersifié dans le récit, c'est bien. Mais malheureusement, quand on transitionne immédiatement au Pérou, c'est là que le film change et qu'on a l'impression d'avoir affaire à un autre film. Après je veux dire, oui c'est sympa d'avoir des plans sur le Machu Picchu, c'est bien, c'est joli. On a des danses qui se font dans la tradition péruvienne, ok c'est bien. Sauf que le gros problème c'est que c'est le genre de choses que tu recherches sur YouTube immédiatement. Et t'as plein de vidéos qui montrent des plans du Machu Picchu et des danses traditionnelles du Pérou. En gros, pour faire simple, c'est pas très original. Et ça, voyez-vous, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que j'essaie de vous dire là, c'est que on n'a pas cette impression qu'on a affaire à un film de Steven Caple Jr. On a juste cette impression qu'on a affaire à un film qui se fait en pilote automatique à certains moments. Et ça, ça dessert complètement le film. Et vous allez me dire, c'est la faute de qui tout ça? Tout simplement parce que les producteurs ont voulu ça. Ce sont les producteurs qui se sont dit que ce serait bien de tourner un petit peu partout autour du monde, parce que c'est ça que les gens aimaient dans Transformers, à savoir que l'histoire se passait tout autour du monde. Sachant que Bumblebee est le opus Transformers le plus acclamé par les fans de la licence, et que Bumblebee se passe uniquement aux USA, plus précisément aux alentours de la Californie, je suis désolé de vous dire ça les gars, mais ils en pensent rien du fait que les gens, que les Transformers voyageaient autour du monde. D'ailleurs, le réalisateur le dit lui-même, si ça aurait tenu qu'à lui, il aurait tourné l'entièreté du film à New York. C'est juste les producteurs qui se sont dit que ça ferait plaisir aux fans de voir les Transformers voyager. Sauf que du coup, comme je viens de vous le dire, on a perdu l'intérêt du style du film qui a été instauré dès le départ. Même en termes de scènes d'action, ça a l'air bien dit comme ça, mais en vrai, quand tu y réfléchis un peu, c'est très peu ambitieux, surtout quand tu passes à côté du grand Michael Bay. Bon, je dis grand Michael Bay, parce que c'est bien aussi des fois d'admettre que Michael Bay savait faire des scènes d'action. Mais le seul gros problème aussi, c'est que on aurait pu avoir de super belles scènes d'action à certains moments dans certaines scènes, genre par exemple, on a Scourge qui avait un petit côté un peu horrifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à certains moments, on voit Scourge couper un petit peu les ampoules d'électricité, etc., aux alentours de lui. Franchement, en termes d'idée et de mise en scène, ça aurait pu être vachement sympa. Sauf que le gros problème, c'est que cette idée est passée complètement à la trappe. Et c'est d'ailleurs pour ça que Scourge, même s'il paraît un peu iconique, il le paraît un petit peu moins. Et ça, c'est dommage. Et encore, est-ce que vous venez de cette scène qui a été tournée au Pérou? C'est une scène où t'as Optimus qui fonce sur Scourge et ils sont en mode camion et on les voit jamais se transformer. Bon, en même temps, tu me diras, ce sont des images de tournage, c'est un peu normal. Mais quand tu vois ce genre de scène là, tu suggères que Optimus et Scourge auraient pu se transformer après la collision pour ensuite se battre au beau milieu de la ville. Et ça aurait pu donner une scène d'action vachement sympa plutôt que de les montrer se combattre au milieu d'une autoroute montagneuse. Sauf que quand les producteurs osent te dire que ce film-là sera canon à la licence de Michael Bay,
Je sais pas comment je vais dire ça, mais je le réserve pour la suite, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, avec tous ces contraintes, bah, Capel Junior, qui a plein de choses à dire et des choses sûrement à nous montrer, à nous prouver aux yeux du grand public, bah les gars, bah ce gars-là, bah Miskin, il se retrouve presque les poings liés. C'est-à-dire que le gars, il a plus possession de son œuvre, il peut plus en faire ce qu'il veut. Bref, le gars, il se retrouve cloisonné et cloué à ce qu'il doit faire. Et ça, franchement, c'est dommage. Parce que du coup, on perd tout intérêt de style, tout intérêt de vouloir raconter quelque chose de plus cohérent que ce que les producteurs leur imposent. En attendant que l'on revienne plus en détail sur ce point, on va revenir à un point assez particulier. Si vous avez suivi ma vidéo sur Transformers 2007 versus Transformers Rise of the Beast, bah vous savez que bah, j'ai ultra validé, enfin j'ai survalidé littéralement le lore de ce film-là comparé à celui de 2007 qui paraissait très pauvre et très médiocre. Oui, c'est le cas, et je pense toujours ce que je viens de dire. Seulement, il y a un énorme problème avec tout ça. Le lore est trop peu sous-coté et surtout énormément sous-exploité. Parce que du coup, quand les spectateurs lambda ils suivent le film, bah du coup ils se demandent c'est qui Unicron, pourquoi est-ce qu'il y a des Maximos dans toute cette histoire, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que cette planète, d'ailleurs la planète des Maximos. Parlons-en, c'est censé être une planète où il est censé faire vivre, tout ça, tu vois des arbres, tu te dis forcément il y a de la vie. Et s'il y a des Maximos comme eux, il doit y en avoir plein de la même espèce qu'eux. Sauf que le gros problème, c'est qu'on la voit jamais cette espèce, on voit juste Unicron bouffer la planète, et c'est tout. Alors que si tu regardes par exemple le dessin animé de 1986 sorti au cinéma à cette époque-là, bah on regarde justement Unicron dévorer une planète, et avant qu'on la voit la dévorer, bah, on voit toute la vie qui résume autour de la planète que Unicron dévore avant. Du coup le spectateur, il a eu le temps de s'attacher à cette planète et de voir quel bon vivre il est fait là-dedans et tout ça, etc., etc. Du coup quand il voit Unicron arriver et débarquer, bon déjà on nous montre de quoi le gars est capable, et surtout bah t'as de la peine pour les gens qui se sont bouffés, miskin. Le pire dans ça, c'est que tu les vois littéralement se faire digérer. Une planète en train de digérer une planète qui vient de bouffer. C'est... ouais, c'est assez hardcore, surtout pour des plus jeunes. Hein. Sauf que là, quand tu vois Unicron dévorer cette planète, comment est-ce que tu es censé avoir un peu de peine sur cette planète qui est en train de se faire bouffer? Bah t'en as pas, tout simplement parce qu'on n'a pas montré qu'est-ce qu'il fait comme bon vivre, quelle est la civilisation qui vit, qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue. Du coup, bah... quelconque, salut, au revoir. Scourge qui te parle des primes. Ok, il a mentionné Primus, en gros comme quoi Optimus, ouais il est indigne de Primus ou quoi. Sauf que les spectateurs, bah ils savent pas c'est qui Primus justement. Pourquoi est-ce que Optimus Primal a exactement le même nom qu'Optimus Prime? Ça veut dire quoi? Genre Optimus c'est un guerrier galactique ou quoi? Ah putain je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à m'expliquer? Et bah pour la simple et bonne raison que le film ne veut pas te l'expliquer. Il veut juste compter sur le fait que tu sais ce genre de choses. Alors que justement, il y a une catégorie de personnes qui justement connaissent ce genre de mythologie. Et c'est justement d'eux dont on va parler. En fait, ce film, il n'a pas été fait pour les fans de cinéma, il n'a pas non plus été fait pour les fans de films d'action. Au contraire, il a été uniquement pour seul but de viser les fans de la licence Transformers, que ce soit Animated, la saga de Michael Bay, la série des années 80, etc., etc. C'est bien. Et c'est quoi l'excuse de tout ça? Star Wars 9, c'est un film qui a été fait pour les fans et ça empêche pas ce film d'être de la grosse merde. Spider-Man No Way Home aussi, c'est un film qui a été uniquement pour les fans et ça empêche pas ce film d'être de la grosse merde. Et même les deux derniers opus des Animaux Fantastiques, ça a été fait pour les fans. Et pourtant, ça empêche pas ces deux films-là d'être de la grosse merde, dont l'un d'entre eux, l'un des pires films de la décennie, comme je l'ai démontré dans mon bilan de 2022. Surtout que cette excuse, bah tu peux la sortir de n'importe où. Genre par exemple, l'album de Notre Game, ça a été fait pour les fans de rap, même s'il y a 80% de pop. Ou alors, je sais pas moi... The Promised Neverland, la saison 2 elle a été faite pour faire plaisir aux fans. Sauf qu'il y a un petit problème, il y a une trop grosse partie des fans qui ne connaissent pas l'univers de Transformers. Regardez les séries Transformers qui se font regarder à la télévision et maintenant regardez le nombre d'entrées qu'a fait les films Transformers depuis 2007. Exactement, il est là tout le problème. En fait, si tu cibles ne serait-ce qu'une seule partie de la fanbase de Transformers, du coup, t'en oublies exactement tout le reste. C'est comme si t'avais gâté qu'un seul enfant sur les trois, et que les trois, ils aimaient pas parce que, soit c'était pas leur goût, soit c'était pas bon pour leur santé. Juste, il y a un gars qui a demandé des bonbons, des steaks et des trucs pas bons pour sa santé, alors que les enfants d'à côté, eux, ils veulent juste rester un peu sveltes, un peu, un peu vegan. Surtout que tu ne peux pas
faire plaisir à tout le monde. Les gens ils ne s'intéressent pas à Transformers à fond. Il y a des gens qui vont aller voir des films au cinéma sans jamais prendre en compte le lore et l'univers qu'entoure la saga Transformers, voire même tous les autres opus de la licence Transformers. Les gars ils savent pas qui sont les Maximals, ils savent pas ce que c'est qu'un Terror Codes, ils connaissent à peine Unicron vu qu'ils ont vu que le 5ème opus, et encore certains ne sont même pas allés voir le 5ème opus vu qu'il a floppé à ce stade. Ils savent même pas ce que c'est que l'Energon, ils connaissent pas Primus, ils savent pas à quoi sert c'est que les transforts, et ils savent même pas pourquoi est-ce que les Autobots s'intéressent beaucoup à l'Energon, et surtout ils ne savent même pas pourquoi est-ce que Bumblebee ressuscite d'un coup comme ça, et même pourquoi est-ce qu'on a tué Bumblebee, tout ça pour le faire revenir juste après, en plus en même temps que la bande-annonce nous spoil la fin du film. Débile. Surtout si vous voulez contenter qu'une seule catégorie de fans en particulier. Et justement, et ben on parle d'eux maintenant. Par où est-ce que je vais vous prendre? Par où est-ce que je vais vous... Que les producteurs veulent rallier scénaristiquement les deux timelines, à savoir la timeline initiée par Travis Knight et Cable Jr. à celle de la saga de Michael Bay, c'est sûrement l'idée la plus débile qu'ils aient dû trouver. Je suis sûr que même le gars le plus con au monde serait con de vouloir rallier les deux sagas. Et ça tombe bien les enfants, parce que je vais vous prouver pourquoi est-ce que Transformers Rise of the Beast, Bumblebee ainsi que les 5 films Transformers initiés par Michael Bay ne peuvent pas faire partie du même canon. Vous êtes prêts? C'est parti, accrochez-vous à vos oreilles et vos yeux. On y va! Dans Bumblebee, on voit Bumblebee justement atterrir sur la planète Terre en 1984, soit en plein milieu des années 80. Sauf que pile à cette période-là, bah, Bumblebee normalement il est censé s'écraser dans les années 40, comme nous démontre Transformers 5. Donc là, à ce stade, il y a une incohérence scénaristique quelque part. Ensuite, le secteur 5 existe et il est bel et bien au barrage Hoover, exactement comme dans le film de 2007. Ça, c'est très bien. Sauf qu'il y a un petit problème. Pourquoi est-ce que t'as Megatron qui n'est pas du tout repéré par les deux drones qui a été envoyés sur Terre à la recherche de Bumblebee? Je veux dire, s'ils sont à la recherche des Energon et que Megatron, il est littéralement juste à côté d'eux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à les détecter? Et même pire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détecter l'Energy All-Spark alors que justement l'Energy All-Spark se trouve dans les locaux du secteur 7 lui aussi. Ensuite à la fin de Bumblebee on voit Optimus atterrir sur Terre alors que dans le canon de Transformers de Michael Bay, bah, le film Optimus il est censé atterrir justement sur Terre en 2007, pas en 1984, l'époque où se passe Bumblebee. De plus quand on voit le secteur 7 avec John Cena à leur tête et qu'il voit Bumblebee pour la première fois, normalement le gars bah, il sait qu'il étudie les extraterrestres, les Transformers et il sait qu'on les étudie depuis les années 30 à peu près, d'après les dires et le lore du secteur 7. Or pourquoi est-ce qu'il a l'impression qu'il n'a jamais vu un Transformers comme Bumblebee justement? C'est pas genre le gars il est censé se dire oh un Transformers pour une fois que j'en vois un vivant, super, capturez-le, c'est génial. Rise of the Beast, bah lui c'est encore pire. Vous savez, dans Transformers 5 on nous a cité que Unicron c'était littéralement la planète Terre. Sauf qu'il y a un petit problème, bah il y a qu'un seul exemplaire d'Unicron par univers. Du coup comment c'est possible que l'on voit Unicron en train de bouffer une autre planète et qu'on voit que la Terre est complètement sauve? Ça ne fait pas dire que Unicron s'est libéré de la planète Terre ou tout ça je sais pas quoi. Donc, maintenant que tout ça c'est bien rentré comme il faut dans vos putains de crânes, je pense qu'il est enfin temps de se dire que le canon de Rise of the Beast ne peut pas se faire avec le canon de la saga de Michael Bay. Merci de l'avoir fait rentrer dans vos têtes, ça me fait plaisir. Et ça, c'est justement l'un des plus gros problèmes de ce film-là. Le problème de ce film, c'est qu'il compte trop sur le fait que ce film soit canon à la saga de Michael Bay. Mais comme je l'ai déprouvé tout à l'heure, bah ça crée une montagne d'incohérences scénaristiques. Et ça, bah je peux pas tous vous les citer parce que sinon ça prendrait 1 heure. Aussi, ça conduit les fans à ne plus du tout comprendre quoi que ce soit à cet univers tellement ils se sentent perdus. Et je les comprends, hein, parce que de toute façon, comment est-ce qu'on peut faire coexister cette coexistence? Parce que même moi j'en comprends plus rien. Parce que justement tout à l'heure je vous avais parlé d'un combat entre Optimus et Scourge en pleine ville. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce genre de combat en pleine ville justement? Et bah tout simplement parce que bah si on ne respectait pas le canon des films de Michael Bay, bah du coup bah oui parce que dans Transformers 7, enfin dans Transformers premier du nom de 2007, bah on se rend compte que les Transformers bah ils existent là en fait juste maintenant. Alors que bon les Transformers ils étaient cachés sous la nez depuis des millénaires, hein, comme nous l'a précisé le 5ème. Enfin bref, de toute façon c'est le bordel rien que dans les films de Michael Bay, alors imagine si on reprenait Rise of the Beast dans toute cette histoire. Il peut pas y avoir des humains new-yorkais impliqués dans l'histoire des Transformers? Ah bah non, c'est absolument pas possible. Vous voulez savoir pourquoi? Bah tout simplement parce que les humains doivent découvrir les Transformers en 2007, alors que les Transformers sont censés être cachés sous leur nez depuis des millénaires et des millénaires. Et tout ça c'est à cause des producteurs qui se sont dit que bah ce serait bien si tout était lié, alors que ces derniers, lorsque Bumblebee était sur le point de sortir après l'énorme flop et échec de The Last Knight, il a été confirmé que toute la saga allait être rebootée, c'est-à-dire repartir
de zéro, parce que les gars se sont dit littéralement que leur saga partait en couille. Comme c'est pile à la dernière seconde que les gars se sont dit que ce serait bien si tout faisait partie d'un seul et même canon, bah ils se sont dit que ce serait bien de pouvoir remettre un petit peu la saga de Michael Bay dans le bon ordre et de la faire un petit peu recommencer, malgré le fait que tout a été annoncé comme reboot. Alors que justement les gars, si vous avez annoncé un reboot il y a quelques années de ça, et ben justement, c'est pas pour rien. Et putain, vous me donnez chaud. Bon là, vous me donnez chaud, j'en peux plus. Et on a même pas fini, hein. Au contraire même, je vais à peine les aborder, puisqu'il y a aussi les fans hardcore de Michael Bay qui rentrent dans toute cette histoire. Parce que les gars, ils sont littéralement aux anges de pouvoir enfin se dire que la licence de Michael Bay est respectée et va enfin pouvoir revenir au cinéma. Par exemple, il y a un gars dans les commentaires, il est venu me dire « Hey, t'as vu, il y a à la fin, il y a un Revolververse qui apparaît, ça veut dire que l'univers Transformers est canon à l'univers de Michael Bay, c'est bien !» Et je vais même pas parler de ces fans qui ont prouvé que les deux sagas étaient complètement canon en me faisant dire que Scourge était potentiellement le Optimus possédé par Unicron du 5e film Transformers. Ouais, il y a des cas, ils sont barrés à ce point-là. Alors, enlevez vos écouteurs parce que là, ça va résonner très fort, histoire que vous puissiez le comprendre. Le Bayverse est mort! À force de vouloir forcer que ces 7 films puissent apparaître dans le même canon, et bah vous en détruisez la qualité même du film et l'envie de vouloir raconter une histoire originale. Du coup, ça détruit toute envie de créativité, surtout... bah ça détruit toute la saga et même toute la licence en fait. Et ça détruit surtout l'envie et l'intérêt de vouloir susciter un petit peu l'intérêt de la nouvelle saga Transformers initiée par Travis Knight, parce que les gars, bah ils comprennent plus rien à cet univers, ils savent plus du tout où est-ce qu'il faut se situer. En bref, les gars ils sont perdus, ils savent plus du tout s'ils doivent aller voir ce film ou pas. Et du coup, bah si ça détruit l'intérêt du public, bah du coup il n'y a plus trop d'intérêt à aller voir Transformers. Et à cause de ça, bah la saga et la licence même de manière générale va finir par en pâtir et il y aura un énorme désintérêt de la part du grand public. Tout ça parce qu'il y a des gens sur internet qui se sont dit que franchement on a envie de revoir le Snyderverse, il nous manque. En plus c'était bien les films de 2007, on peut même quasiment les comparer à des chefs-d'œuvre. Bref, de toute façon je pourrais en parler pendant des heures et des heures. En fait il faudrait littéralement que je concentre une vidéo tout entière rien que pour la communauté qui acclame les films Transformers de Bay. Mais malheureusement c'est pas le sujet et on s'attaque déjà à sûrement le plus gros point noir de ce film. Il y a des gens, ils vont sûrement reprocher, peut-être à Capel Junior ou à je sais pas qui d'autre, comme quoi le film serait mauvais. Et franchement, je trouve ça vraiment injuste. Que ce soit Steven Caple Jr., Anthony Ramos ainsi que tous les autres, franchement, c'est pas à eux qu'il faut reprocher ça. C'est pas à eux qu'il faut reprocher le fait que le film soit moyen pour la plupart, voire même mauvais ou peut-être même le pire film de cette année-là pour la plupart. Non, la vérité, elle est beaucoup plus dure à entendre que ça. Mais déjà, je pense que le mieux, ce serait d'abord de repartir de zéro pour savoir d'où c'est parti. Quand les producteurs ont vu que Bumblebee était un succès critique et un minimum commercial pour la plupart, et bah ça a permis Paramount et Hasbro de vouloir relancer la machine et de pouvoir produire un nouveau film Transformers. Pour ça, ils ont décidé de faire appel à un scénariste pour pouvoir faire une suite à Bumblebee. Bon, jusque là, très bien, ça va, c'est nickel, y a aucun souci là-dessus. En parallèle, ils appellent un autre scénariste qui lui s'occupe d'introduire les Maximals dans cet univers cinématographique. Bonne nouvelle, super, les Paramount et Hasbro vont pouvoir faire plusieurs films en parallèle pour développer un peu plus cet univers cinématographique autour de Transformers. Ça c'est génial. Juste là le petit bémol c'est les Maximals dans le lore de Transformers, ce sont des Autobots du futur. Donc du coup comment est-ce qu'on peut les introduire dans toute cette histoire? Sauf qu'il y a un petit problème, les producteurs eux décident de fusionner ces deux scénarios pour pouvoir en faire un film en particulier. Il y a un petit problème là, ça commence un petit peu à être confus. Déjà qu'il y avait une guerre entre les Autobots et les Decepticons qui était déjà en jeu par rapport à Bumblebee, bah là si tu rajoutes les Maximals qui eux aussi ont leurs propres adversaires descendants des Decepticons, à savoir les Predacons, bah là déjà, là ça commence un petit peu mal. Mais bon, au moins on peut se dire que les Maximals ont peut-être voyagé du futur pour pouvoir se battre ici chez eux, donc... peut-être que tu peux faire parfaitement bien coexister ça. Petit bémol, les producteurs ils veulent aussi rajouter une toute nouvelle faction, à savoir les Terrorcons. Dans le lore de Transformers, les Terrorcons ce sont les serviteurs d'Unicron. Donc qui dire Terrorcons dit aussi Unicron. Comme on s'est dit que les Decepticons et les Predacons c'était peut-être trop, bah on va juste les laisser un petit peu en easter egg histoire que les fans puissent chercher tout seul. Du coup t'as droit aux Autobots et aux Maximals ainsi qu'aux des êtres humains en supplément qui vont devoir affronter la menace Unicron ainsi que ses sbires, les Terrorcons. Tout ça dans un film de 1h58. Alors je prends l'écharpe comme ça, je lui fais un nœud tranquille. Hop là.
Voilà. Ce film était impossible à faire. Même en faisant venir Steven Spielberg à la scénarisation, lui qui est en plus à la production, donc à se demander ce qu'il peut foutre, même si t'aurais mis Michael Bay à la réalisation, histoire de le faire revenir et faire plaisir aux fans, désolé les gars, peu importe la méthode, mais ça aurait été impossible à faire tenir debout. Et malgré le fait que ce soit impossible à faire, bah les gars ils ont quand même essayé, que ce soit Campbell Jr. et les 5 scénaristes qui l'ont accompagné, on est loin des 14 scénaristes de The Last Night par exemple, bah les gars ils ont littéralement essayé de faire de leur mieux pour faire tenir ça debout. Il y a combien de projets impossibles comme ça qui se vautrent et qui se vantent d'être des films absolument mauvais, voire même catastrophiques pour la plupart. Star Wars 9 était un film tellement catastrophique que je pense que J.J. Abrams et ses potes ils se sont dit allez vas-y on n'en peut plus, que ce film sorte parce qu'on n'en peut plus. The Flash sorti la même année avait tellement de choses à conclure pour pouvoir faire un soft reboot et relancer plus ou moins leur univers cinématographique et au final ça a littéralement tué le DC Universe au point que James Gunn a été obligé de revenir pour pouvoir rebooter absolument tout ça. J.K. Rowling a essayé de faire tenir sa saga Harry Potter et la faire redécouvrir aux yeux de ses spectateurs, sauf qu'au final ça n'a pas marché, tout simplement parce que cette meuf, bah, elle était trop occupée avec Transform pour pouvoir construire un univers cinématographique suffisamment cohérent à ses fans. Et même Marvel, il y a combien de projets qui avaient l'air impossibles à faire, mais qui pourtant ont essayé de faire tenir debout malgré le simple fait que ces films-là étaient littéralement impossibles à faire. Je pense notamment à Spider-Man No Way Home. Comment est-ce que tu peux faire un bon film en introduisant absolument tout ce qu'il y avait dans les précédents Spider-Man et Venom compris? Je veux dire les gars, essayez d'imaginer le nombre de films qui avaient tellement de contraintes qui paraissaient impossibles à faire au point que soit ça en a fait des cauchemars à des réalisateurs ou soit ça les a littéralement traumatisés au point qu'ils ne souhaitent même plus en parler de toute leur vie, au point que même certains ont décidé de stopper leur carrière à cause de ça. Bref, combien de films aussi s'en sont retrouvés tellement mauvais parce qu'ils en étaient remplis à rapport de plein de cahiers des charges, plein de cases à cocher, etc., etc. Et rien que pour ça, ce film se doit d'être félicité. Félicité pour avoir réussi à être au moins correct avec tout ce qu'il a dû subir et avec toutes les cases qu'il avait dû cocher. J'irais même plus loin en disant que peut-être que sans Steven Campbell Jr., non seulement on aurait eu droit à un film complètement différent, mais si ça se trouve, bah il aurait été mauvais, qui sait, peut-être même qu'il aurait floppé, peut-être moins qu'un Flash, mais floppé quand même. Je préfère largement me dire que on a eu au moins un film comme ça à la place d'un film qui aurait certainement pu être pire, parce que de toute façon, dans tous les cas, il aurait jamais, mais alors jamais réussi à faire mieux. Même si bon, le truc des G.I. Joe c'était peut-être en trop, mais bon, après qu'ici on peut aussi avoir un crossover pas mal, mais avec tout ce qu'ils ont sur les bras, ouais, ils peuvent aussi bien partir de tout et de n'importe quoi, plutôt que de nous proposer absolument tout et n'importe quoi. En bref, tout ça pour dire que le film était peut-être impossible, mais je préfère un film impossible réussi, plutôt que de me dire que le film était infaisable, et peu importe ce qu'il aurait pu faire. Donc ouais, Rise of the Beast n'est peut-être pas aussi bien qu'on le pense, mais franchement, bah, au moins on a eu ça, et c'est déjà pas mal. Et avec absolument tout ce que je viens de vous dire depuis le début, bah maintenant il va falloir que l'on se pose des questions, à savoir, ça va être quoi la suite? Franchement les gars, plus je pense au crossover des G.I. Joe, plus ce film me fait un petit peu peur, parce que bah déjà on sait pas du tout à quoi s'attendre, et surtout bah pourquoi faire un crossover sur ces deux-là? Surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas eu de film solo sur les G.I. Joe depuis le début des années 2010. Les gens ils connaissent pas les G.I. Joe. Encore une fois, on en revient au même problème que j'ai cité tout à l'heure. En fait, la bonne nouvelle, c'est que les gars, ils ont un boulevard énorme pour nous raconter ce qu'ils veulent. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que bah, si t'as tous ces défauts-là qui rentrent en collision avec tous les prochains films qui sortiront à l'avenir, bah non seulement ça fait énormément peur pour la suite, et surtout, bah, j'ai peur que le public se lasse, ne se fatigue à vouloir avoir exactement la même chose que tout ce qui nous a été proposé par le passé. Steven Campbell Jr., à l'heure où je vous parle, est en train de préparer la suite de Transformers Rise of the Beast. Et pour l'instant, même s'il n'a pas encore été confirmé, bah, les seules choses qu'il y aura à retenir en rapport avec tout ça, c'est que bah déjà, il faudrait peut-être le laisser un peu plus faire ce qu'il veut, se détacher une bonne fois pour toutes de la saga de Michael Bay, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, on a envie que cette saga s'en aille et qu'on n'en entende plus jamais parler. Qu'ensuite, bah, on ne s'adresse plus vraiment aux fans, mais qu'on puisse s'adresser à un plus large public, parce que bah, les gens ont envie d'un peu plus s'identifier à la saga de Michael Bay, enfin, la licence Transformers, excusez-moi, de proposer une histoire plus simple que de vouloir mettre absolument tout à la fois, à savoir bah, une histoire simple, claire et efficace qui nous embrouille pas l'esprit et qui a pas 1 milliard de contenus à la fois, genre une histoire simple d'un Autobot qui découvre le camp des Decepticons, tout ça, bref, inventez-moi ce que vous voulez, et surtout, si vous avez envie de développer le lore, et bah faites-le de manière approfondie, mais pas en mélangeant absolument tout à la fois, pas en nous foutant Unicron qui affronte les Maximals avec les Autobots introduits dans toute cette histoire, blablabla, non, juste
une histoire qui rallie qu'une seule faction. Genre par exemple, je sais pas, en faisant un film solo sur les G.I. Joe par exemple, ça pourrait très bien commencer. De plus, on sait que Michael Bay est producteur, et quand il est producteur, il s'occupe à ce que les réalisateurs puissent réaliser ses films, pas à sa manière, mais qu'ils puissent lui apprendre comment est-ce qu'on filme les Transformers en image de synthèse quand ils sont pas là sur un tournage, etc. etc. Comment est-ce qu'on est censé filmer une bonne scène d'action bien explosive. Donc ça c'est pratique. Le seul truc c'est que on sait que Steven Spielberg lui aussi est à la production. Et comme le talent de Steven Spielberg n'est plus à présenter, ce serait peut-être bien que ce dernier se bouge aussi un petit peu le cul pour proposer ses propres idées scénaristiques, ou alors que même les réalisateurs et scénaristes puissent se demander quelques idées de son talent. Je veux dire, avec tout ce qu'il a prouvé dans l'histoire du cinéma, je pense que ça ferait pas trop. Je mets en avant peut-être beaucoup trop de choses, et peut-être que j'en parle beaucoup trop, et peut-être même que ça paraît trop difficile pour certains d'entre vous. Mais au bout d'un moment, dites-vous que si vous avez été capable de faire un film absolument impossible, à partir de ce moment-là, vous pouvez absolument tout vous permettre. Enfin, je dis tout. Commencez pas à tout vous permettre au premier plan non plus, mais modérez-vous quoi. Le but, ça va être de prendre de bons scénaristes qui connaissent la licence et qui savent le proposer à un nouveau public, et surtout de laisser un petit peu les réalisateurs faire ce qu'ils veulent de la licence pour qu'ils puissent l'emporter un peu plus au loin. Parce que bon, les producteurs, moi je suis en train de vous poser la question, c'est quoi votre objectif en rapport avec la saga, à part vous remplir un peu plus les poches? Exactement, comme vous avez laissé Michael Bay s'exprimer avec sa propre saga, peut-être même un peu trop d'ailleurs, et laissez les réalisateurs et les scénaristes s'exprimer autour de leur univers fétiche. Si tout ça se met un petit peu en ligne et puisse être au service de la licence, peut-être que l'on aura un bon film Transformers. D'ailleurs, Transformers 1 a l'air petit à petit de partir dans cette direction. J'ai hâte de le voir sortir et j'espère d'ailleurs qu'il sera génial. De toute façon, il a le potentiel pour et je vois pas en quoi est-ce qu'il peut être mauvais. En tout cas, il sera moins mauvais que Transformers 5, ça c'est obligatoire. Si vous laissez faire le cinéma d'animation Transformers aussi bien et que cela puisse être qualitatif, faites-le pour les live action. Moi en attendant, j'ai tout dit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres défauts à mettre en valeur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sauf bien sûr tous les défauts qui ont déjà été dit, parce que vas-y, je pense qu'on a déjà fait le tour à ce stade. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera quand même plaisir si vous me suivez. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, ouais, je suis un peu fatigué. À voir ce sera quoi la prochaine vidéo qui nous sera proposée. En attendant, c'était Red Satire. Tout compte tout prêt.